Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur la sobriété numérique. Ce webinaire vous est proposé par la communauté de communes du Piémont-Cévenol et sera animé par le CPIE du Gard. En quelques mots, le CPIE du Gard est donc une association initialement appelée Maison de la Nature et de l'Environnement, réseau d'éducation à la nature et à l'environnement du Gard. Elle a été créée en 1994 et a été récemment labellisée Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Son objet est de promouvoir et de développer l'éducation à l'environnement dans le département du Gard à travers la mise en réseau des différents acteurs, notamment en accompagnant les associations et les différents acteurs, associations et collectivités, sur ces questions-là liées à l'environnement et de manière générale à l'écologie. Elle accueille en son sein et elle anime l'espace Info-Énergie depuis 2003. L'espace Info-Énergie qui est désormais appelé Espace Conseil Fer et dont le rôle est de sensibiliser et de conseiller sur la maîtrise des énergies dans l'habitat et également à renseigner et à informer sur les énergies renouvelables. La question du numérique et la sobriété numérique est un sujet assez récent et qui prend de plus en plus d'ampleur pour une raison assez évidente, je dirais, qui est que le numérique est présent dans la plupart de nos activités quotidiennes, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. On estime aujourd'hui à plus de 4 milliards d'utilisateurs d'Internet à travers le monde. Et c'est un secteur qui connaît une croissance annuelle de plus de 9% sur les 10 dernières années. Pour donner quelques chiffres pour se représenter de l'ampleur du phénomène et de l'impact que cela peut avoir, en 2018, chaque minute sur Internet, on avait donc 2 millions de snaps envoyés, plus de 4 millions de vidéos visionnées, 473 000 tweets, près de 4 millions de recherches sur Google, 13 millions de SMS et 50 000 photos publiées sur Instagram. Et ça, chaque minute à travers le monde. Ça nous permet d'avoir une idée plus précise de l'impact significatif du numérique. Du coup, on peut s'interroger également sur l'impact qu'il pourrait avoir à l'avenir, puisque l'ensemble des prévisions nous annoncent une progression constante et continue de ce phénomène. Et donc aujourd'hui, on a à peu près 40% de la population mondiale qui a accès à Internet. Et suivant les prévisions, on estime à près de 90% de la population qui pourrait y avoir accès en 2035, c'est-à-dire aux environs de 9 milliards d'utilisateurs. Donc face à cette augmentation, les impacts, la prévision de l'impact que pourrait avoir le numérique, on va pouvoir distinguer deux choses. Premièrement, on va considérer la consommation énergétique, et plus particulièrement la consommation d'électricité. Et de notre côté, on va également considérer la pollution générée, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre en lien avec le numérique, directement impactées par le numérique et ses utilisations. Donc ces prévisions nous donnent à peu près 1037 térawattheures d'électricité, c'est-à-dire l'équivalent de la production annuelle de 40 centrales nucléaires, et donc 609 millions de tonnes de gaz à effet de serre, soit l'ensemble des vols civils mondiaux. Pour mieux comprendre le phénomène, on va essayer de s'attarder sur la répartition des consommations liées au numérique. Et on va pouvoir distinguer donc deux aspects. Le premier, ça va être les consommations liées à la production, c'est-à-dire plus particulièrement la fabrication des équipements, donc pour produire ordinateurs, télévisions, smartphones et autres. Dans autres, on entend par exemple tablettes, mais aussi imprimantes. La partie production représente environ 45% du total. Et on va donc distinguer également la partie utilisation, donc, qui est donc, sur le graphique qui est en couleur orangée. Cette utilisation, donc, elle va être liée aux consommations du réseau, c'est-à-dire ce qui permet d'acheminer l'information jusqu'à l'utilisateur final. On va retrouver également la consommation
des data centers, c'est-à-dire les espaces de stockage, et également la consommation des terminaux, c'est-à-dire là l'équipement final, donc smartphone, ordinateur, télévision, etc. La consommation directement liée au produit final. Une fois ces constats faits, on peut considérer donc et s'interroger sur les actions que l'on peut mener et de quelle manière est-ce qu'on peut avoir un impact positif sur ces émissions de gaz à effet de serre et ces consommations énergétiques. On a vu dans le diagramme précédent, sur la diapo précédente, on a vu que la partie production représentait 45% de la consommation finale, ce qui veut dire que le choix de l'achat que l'on va faire et la possibilité de conserver un équipement le plus longtemps possible aura un impact significatif puisque 45% des émissions sont déjà réalisées sur la partie production. Donc on peut agir de deux manières. La première, c'est de faire en sorte que l'équipement dure le plus longtemps possible et notamment avoir recours aux produits du recyclage ou du reconditionnement ou de l'achat d'occasion, par exemple. Ça, c'est des solutions pour qu'un appareil qui arrive en fin, non pas en fin de vie, mais en fin d'utilisation, puisse resservir à un autre utilisateur de manière à ne pas reproduire un objet supplémentaire. Une petite nuance entre le reconditionnement et l'achat d'occasion, sans rentrer dans les détails, mais simplement le reconditionnement, c'est équivalent à acheter un produit neuf. En termes de performance et de qualité, voilà, c'est la même chose que l'achat neuf, puisque le reconditionnement, en général, tous les composants et toutes les parties sensibles d'un terminal, comme la batterie par exemple, vont être, dans la plupart des cas, remplacées et remises à neuf. Lorsqu'on parle de ces actions responsables, on peut aussi considérer la bonne prise de conscience des besoins. C'est-à-dire, lorsque j'achète un ordinateur pour l'utiliser à la maison, je n'aurai pas forcément les mêmes besoins que pour un ordinateur de bureau qui sera utilisé 7 heures ou 8 heures par jour. Notamment dans le choix entre l'ordinateur portable et la tour, ou le choix de la taille de l'écran. C'est important de s'interroger sur ces questions-là, puisque un ordinateur portable consomme moins qu'un ordinateur fixe. Et par exemple, sur la taille des écrans, il y a entre un écran 15 pouces et un écran 17 pouces, il y a en moyenne entre 20 et 30% de consommation énergétique supplémentaire pour passer de 15 à 17 pouces. Donc là aussi, voilà, important de s'interroger sur les réels besoins et quelle utilisation on va faire derrière du produit. On peut voir également dans le petit tableau en bas à droite que équipement par équipement, il peut y avoir une différence en termes de consommation qui peut être relativement significative et qui peut aller parfois un facteur 5. Si on prend les écrans par exemple, ça peut aller de 20 à 100 kWh par an, donc un facteur 5 entre un écran économe et un écran qui ne l'est pas. Donc voilà, au moment de l'achat, c'est toujours important de s'interroger sur ces questions-là, opter pour un équipement adapté et pour un équipement économe en énergie. Donc on va pouvoir le faire en vérifiant différents éléments. On peut aussi s'attarder un instant sur les labels environnementaux. Alors j'ai mis trois étiquettes en bas. Il y en a d'autres, hein, c'est pas les seuls, mais voilà, c'est pour donner une image de ces labels-là. Donc il existe différents labels environnementaux qui permettent de savoir de quelle manière l'appareil a été produit et quelles normes est-ce qu'il respecte. Voilà, on peut aussi parler dans les actions responsables du recours au logiciel libre ou au choix du navigateur Internet et au moteur de recherche, puisque certains navigateurs travaillent activement sur leur propre consommation de manière à ce que chaque clic, je dirais, de l'utilisateur ait un impact moins important
en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on retrouve, alors là c'est pareil, j'en ai mis 4, il y en a d'autres, mais voilà, c'est pour donner quelques noms, quelques points de repère. Ce sont des moteurs de recherche qui ont une vocation environnementale et sociale. Les 4 que j'ai cités là, ils font notamment le choix de réinvestir tout ou partie de leurs bénéfices dans des projets à but écologique ou social. Une autre manière d'avoir un impact positif sur les consommations liées au numérique, ce sont les éco-gestes au quotidien. Donc là, on a parlé de l'achat, c'est-à-dire au moment où je vais devoir renouveler mon équipement, quels sont les critères que je vais pouvoir prendre en compte pour avoir un impact positif et pour être vertueux. Mais après, dans l'utilisation même des produits et dans le travail que l'on peut faire avec ce matériel-là, on va pouvoir aussi avoir un impact positif par différents aspects. Le premier c'est par exemple le réglage des paramètres sur les différents équipements, le réglage de la luminosité, de la mise en veille lorsqu'il y a une inutilisation prolongée. On peut aussi être vigilant à l'impression, imprimer de préférence en recto verso, en noir et blanc. Voilà, le choix également de l'appareil qui va nous permettre d'imprimer. Alors, il y a différents critères qui peuvent être considérés, mais de manière générale et pour simplifier un petit peu, on va dire qu'une imprimante à jet d'encre sera suffisante pour une utilisation domestique et une imprimante laser sera à réserver à des usages un peu plus importants comme des locaux professionnels et des bureaux. Le recours aux multifonctions, de la même manière, ça évite de multiplier les appareils. Si on a un appareil multifonction, eh bien, il va consommer moins d'électricité que d'avoir 2 ou 3 appareils qui chacun aura une utilisation spécifique. Voilà. On va pouvoir aussi avoir un impact sur l'entretien et la maintenance. Alors ça rejoint ce qu'on a vu dans la diapositive précédente, c'est-à-dire plus on va garder un équipement longtemps, plus ce sera bénéfique. Et l'entretien et la maintenance permettent justement d'optimiser et de prolonger la durée de vie de nos équipements. Le stockage aussi, élément important, un ordinateur par exemple, bien si la mémoire est surchargée, c'est un ordinateur qui va s'abîmer et dont la durée de vie va être réduite. Donc l'importance de la gestion de la mémoire et d'une manière générale de pouvoir optimiser un petit peu tout ce qui concerne le stockage des données, donc le stockage des emails, les historiques, les spams qui représentent aujourd'hui à peu près 80% du trafic des mails, c'est assez important. Donc pour lutter contre ça, on peut avoir recours à ce qu'on appelle une adresse mail jetable, c'est-à-dire une adresse mail qui va servir de filtre et qui va permettre d'éliminer tous les spams et de pouvoir rediriger vers sa boîte mail perso uniquement les mails qui ne seront pas des spams. La question de la gestion de la mémoire, là aussi, le recours au cloud va avoir un impact plus important que, par exemple, le stockage via un disque dur externe ou une clé USB. Donc là aussi, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y avoir recours, mais ça veut dire qu'on va pouvoir un petit peu organiser les choses et savoir quels sont les documents dont j'ai besoin sur un cloud pour être accessible n'importe où et quels sont les documents dont j'ai une utilisation plus modérée et que je pourrais très bien stocker via une clé USB ou un disque dur externe. Préférer une connexion filaire au Wi-Fi, tout simplement parce que le filaire consommera moins d'énergie que le Wi-Fi. Et donc, dans le même ordre d'idée, pouvoir désactiver le Wi-Fi lorsqu'il n'est pas utilisé, par exemple en éteignant sa box la nuit. Ça peut être une action simple, mais qui a un vrai impact. Optimiser les pièces jointes et les listes de diffusion. De la même manière, à chaque fois qu'on envoie un mail, ça a un impact. Donc, si on multiplie le nombre d'envois de mails, on va multiplier l'impact.
Et donc, l'utilisation des listes de diffusion, même si elle a un intérêt de simplification au niveau professionnel, on se rend compte que parfois, on prend le réflexe d'utiliser ces listes de diffusion et on va envoyer un mail à 10, 20, 30 personnes, là où 2, 3 ou 4 seront concernés. Donc voilà, ça peut être une action à mettre en œuvre et se demander, voilà, le mail que j'envoie, à qui est-ce qu'il est destiné, qui est-ce qu'il va concerner, et ne pas l'envoyer à une multitude de gens qui ne l'ouvriront pas ou qui ne le liront pas. Optimiser les pièces jointes, donc de la même manière, on peut, plutôt que d'envoyer des pièces jointes, on peut envoyer des liens qui vont permettre à la personne d'aller chercher l'information si elle en a besoin et si elle est intéressée, et pas à l'envoyer systématiquement. On peut utiliser aussi des outils de type WeTransfer, par exemple, qui va permettre donc d'envoyer donc un certain nombre de fichiers qui vont être stockés 10 jours avant d'être supprimés. Et là où les personnes à qui on va envoyer le lien vont pouvoir ou non aller chercher l'information. Et vont pouvoir donc, s'ils en ont besoin, s'ils en ont une utilité, aller télécharger le document, mais voilà, ça sera vraiment en fonction des besoins. Un petit dernier aspect également, lorsqu'on fait une recherche Internet, là aussi, ça a une incidence. Et donc, on va pouvoir utiliser les favoris ou taper l'adresse mail complète directement dans la barre de recherche, plutôt que de faire une recherche via un navigateur. Ça permettra de limiter les consommations énergétiques. Deux petits éléments qu'on voit donc sous la photo, enfin sous le dessin, pardon. 500 mails supprimés équivalent à un arbre sauvé et 700 fois moins de ressources utilisées à partir d'un site éco-conçu. Alors, ce n'est pas forcément en consultant, il y a une petite erreur, mais c'est plutôt un site qui est éco-conçu va générer 700 fois moins de ressources utilisées, jusqu'à 700 fois moins de ressources. En quelques mots, un site éco-conçu, on peut citer l'exemple de l'équivalent de la SNCF anglaise, qui a fait des tests, puisqu'elle s'est rendue compte qu'elle avait, elle avait un site internet, et puis elle avait une application qui pouvait être utilisée pour l'utilisation via un smartphone. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, la très grande majorité des utilisateurs accédaient au site par un smartphone et donc utilisaient l'application. Et du coup, ils ont mis en place, ils ont fait un nouveau site internet qui est sur la base d'une application, en limitant donc les photos, les graphiques, en simplifiant les choses au maximum. Et ils se sont rendus compte, après ils ont fait des tests, que pour une même action, c'est-à-dire par exemple échanger un billet ou commander un billet, eh bien, en passant par le site qui était fabriqué à partir de l'application, eh bien, ça consommait 700 fois moins de données que le site classique. Et du coup, le site classique a été annulé, enfin, a été supprimé, et c'est l'application, la version application qui est devenue la version site internet. Quelques mots sur la fin de vie et donc le recyclage des équipements. En 2014, dans le monde, près de 42 millions de tonnes de déchets des équipements électriques et électroniques. On parle parfois de l'Afrique poubelle du monde. Et c'est vrai que sur la plupart des pays situés donc sur la partie ouest, Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana, Libéria, Nigeria, il y a beaucoup de nos déchets qui finissent dans ces pays-là, mais aussi et surtout, je dirais, l'Inde et la Chine, puisque la Chine a recueilli en 2012 34 millions de tonnes de ces déchets, ce qui représente 70% du total mondial. Pour donner un point par rapport à la France, donc, on est le 8e producteur mondial et en 2014, alors on n'a pas de chiffres plus récents, en 2014, 36% seulement des déchets étaient recyclés. La politique mise en œuvre donc en France, c'est la hiérarchisation des modes de gestion des déchets. On va d'abord parler de réparation, de réemploi et de réutilisation. Donc la réparation, de manière simple, c'est le même propriétaire qui va conserver son équipement et le faire réparer. Voilà, là où sur le réemploi,
il y aura éventuellement un changement de main, c'est-à-dire que le propriétaire va donc donner ou vendre son produit qui va être revendu à une autre personne. Revendu ou donné, si on passe par exemple par des associations ou autres. Voilà. La réutilisation, donc là, on sera plutôt sur un propriétaire qui se débarrasse d'un produit dont il n'a plus l'utilisation et qui va passer donc, via une association ou autre pour être remise à niveau, réparée si besoin, et va être ensuite revendu. Le recyclage, donc, il se définit par une opération de valorisation des déchets transformés en produits appelés matières secondaires ou recyclés. C'est-à-dire que les produits existants vont être démontés et vont servir de matières premières, de nouvelles matières premières, donc on parle de matières secondaires, pour la fabrication de nouveaux produits. Voilà. Et enfin, ce qu'on appelle la valorisation énergétique, c'est-à-dire, dans la plupart des cas, donc ça va être l'incinération des déchets et la revalorisation sous forme énergétique, c'est-à-dire avec la récupération de la chaleur ou des gaz présents pour servir à un autre usage. Là aussi, quelques solutions possibles. Il existe plusieurs choses, notamment les répar cafés, qui permettent donc, souvent organisés par des associations, qui permettent donc à des utilisateurs de créer sous forme d'ateliers, en fait, où chacun va apporter un outil ou un équipement qu'il souhaite réparer. Et le partage de connaissances va faire que l'animateur ou un autre participant va pouvoir aider la personne à réparer son produit avant de repartir chez lui. On trouve aussi des sites internet comme par exemple commentreparer.com qui donne quelques astuces pour pouvoir réparer un équipement. On va pouvoir également faire un don à une association spécialisée, c'est-à-dire que voilà, si un ordinateur dont on ne se sert plus, plutôt qu'il finisse à la poubelle, on va pouvoir le donner à une association qui pourra le réemployer ou le réutiliser dans un autre but, afin qu'il ait une nouvelle vie. Savoir aussi que les fabricants et les distributeurs peuvent nous reprendre les équipements et qu'ils ont l'obligation d'ailleurs de le faire avec une règle simple du 1 pour 1. Hein. Si je remplace mon lave-vaisselle, je vais pouvoir ramener mon ancien lave-vaisselle et puis récupérer, recycler mon lave-vaisselle et en acheter un nouveau. Voilà les différentes actions qui peuvent être menées sur cette question du recyclage. Et alors, voilà, une petite interrogation sur le taux de collecte de 36%. Alors, le chiffre date de 2014, donc il mériterait d'être remis à jour. La question qui se pose, c'est en fait donc les 60% restants, est-ce qu'en fait, ils ne sont pas collectés et recyclés parce qu'ils finissent à la poubelle générale, ou est-ce que simplement ils sont stockés chez les particuliers dans un placard, un garage, et du coup ne peuvent pas être revalorisés? Ça, c'est une question qui peut se poser pour aller un peu plus loin. Quelques démarches qui se passent donc au sein des entreprises, donc un petit focus, la démarche RSE, donc responsabilité sociale des entreprises. On a un certain nombre d'entreprises qui se veulent vertueuses et qui donc essaient de mettre en place cette démarche, notamment par l'éco-conception de sites internet. Il faut savoir qu'il existe désormais des formations il n'y en a pas beaucoup, mais commence à voir le jour, des formations sur la sobriété numérique et notamment aussi sur l'éco-conception de sites internet qui commencent à voir le jour, et certaines parties, certains modules commencent à être intégrés à des cursus universitaires plus classiques. Voilà. Et puis l'entreprise peut aussi agir dans sa gestion efficace des déchets, par le réemploi, le recyclage, le don à des associations. On voit par exemple certaines entreprises qui, lors du renouvellement de leur poste informatique, vont faire don de leurs anciens équipements à des associations qui vont pouvoir les réutiliser et en faire un autre usage.
quelques ressources utilisées donc, pour cette présentation, pour ceux qui souhaitent aller rechercher un peu plus d'informations. Donc là, il y a la liste des liens utiles. On trouve des choses intéressantes, notamment sur le site de Greenpeace, de The Shift Project, pardon, sur le CERDD, également le site animafac.net, et sur le site de l'ADEME, on va pouvoir aussi retrouver un certain nombre d'informations liées au numérique, et sur le site greenit.fr, qui est vraiment spécialisé sur la question. Quelques ouvrages aussi qui ont été utilisés pour concevoir ce webinaire, donc le livre Sobriété numérique de Frédéric Bordage, Éco-conception web, les 115 bonnes pratiques de Frédéric Bordage également. Il y a un livre qui s'appelle Les éco-gestes informatiques au quotidien, qui a été publié par l'ADEME. Et puis les différents petits guides aussi qu'on peut retrouver, les guides pratiques de l'ADEME, donc sur la face cachée du numérique, éco-responsable au bureau et les impacts du smartphone. Voilà pour cette présentation sur la sobriété numérique. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous souhaite une bonne journée.